Je pense que la question est avant tout politique, non pas tant en termes de l'idée de faire un procès de ce qui s'est passé, mais d'analyser pourquoi, à partir d'une surestimation d'une politique et donc des recettes attendues, je parle de la politique de l'offre, on a pu du coup arriver à faire des prévisions qui ne correspondaient pas à la réalité. Dans un deuxième temps, j'observe effectivement que de le reconnaître, après avoir été alerté par leur service sur les moindres values de recettes, en 2023, vos prédécesseurs ont maintenu par la suite une illusion sur la réussite de la politique économique pour faire adopter le PLF 2024 et de se prononcer d'ailleurs sur un budget 2024 qui était déjà de facto caduc. Je renvoie de ce point de vue-là à la note de Bruno Le Maire envoyée à Elisabeth Borne le 13 décembre 2023, qui était assez précise, juste avant 2,49,3 et qui expliquait que les recettes à hauteur de plusieurs milliards n'étaient pas celles attendues et qu'il fallait déjà se préparer à une annulation de crédit de 10 milliards en janvier, annulation de crédit que nous ne connaîtrons évidemment que plus tard. Je crois que si vos prédécesseurs avaient mieux diagnostiqué les effets de leur politique de l'offre et ensuite avaient rendu public finalement ce qui se faisait jour au fur et à mesure, sans doute que la prévision de déficit pour 2024 aurait été moins optimiste et l'écart à la prévision moins important. J'observe d'ailleurs que ce matin, j'étais à la réunion où vous avez présenté des tableaux et le ministre Rebsamen penche toujours a toujours ce défaut. C'est-à-dire, il nous explique que les collectivités territoriales, il les remercie, ont fait un effort considérable dans le deuxième semestre 2024. Et dans le tableau est notée la prévision de 16 milliards qui n'avait aucune réalité possible, puisque la méthode même par laquelle elle avait été faite avait été dénoncée, entre guillemets, dénoncée, le mot est un peu fort, mais enfin en tout cas critiquée par la personne même qui l'avait utilisée, c'est-à-dire un de vos services. Bon, enfin pas de vos services, mais services de Bercy. Bien. Donc, vous comprendrez que pour moi, je ne partage pas comme raison première les écarts à une erreur de l'administration pour exclure toute responsabilité des autorités politiques. Il y a d'ailleurs deux tableaux qui sont très parlants dans le rapport, pages 124 et 126, qui montrent d'un côté les prévisions venant des différents services, direction des générales du Trésor, les institutions, etc. Et on le voit. Et puis très au-dessus, les annonces au même moment du gouvernement qui ne correspondent pas aux prévisions qui étaient à ce moment-là faites par les services. Et je rappelle aussi que presque 80% de l'écart aux prévisions en 2023 s'explique selon l'IGF par des facteurs extérieurs à l'exercice de prévision de recettes. Et enfin, je rappellerai la phrase de M. Fournel qui est quand même bien placé pour avoir été un peu dans tous les, j'allais dire, là où il fallait être quelque part lors de ces années 2023-2024 pour en connaître la situation, qui le 13 décembre 2025 nous dit il faut reconnaître une tendance collective à s'auto-persuader que les recettes supplémentaires constatées en 2021 et en 2022 relevaient d'une dynamique et que le même phénomène allait se produire en 2023. Bien, donc du coup je partage assez de ce point de vue-là, Éric Lombard, ce que vous disiez, c'est-à-dire sur l'inutilité de recommander l'externalisation des prévisions. Pour ma part, je préfère que les prévisions qui servent de soubassement au budget soient toujours, en dernière instance, celles qui sont contrôlées par le politique et par l'exécutif, viennent de Bercy. Par contre, oui, je crois, et c'est les recommandations notamment qui sont faites par les deux co-rapporteurs et que je partage, et que, si j'ai bien compris, auxquels vous dites agréer, je pense qu'il y a besoin d'une diversité des ressources, ne serait-ce que pour challenger les résultats. Et je crois que cette diversité de ressources, il faudrait que l'Assemblée puisse également en disposer, ça me semble important, à la suite. Donc, vous l'avez compris, je pense que les écarts relèvent plutôt d'un aveuglement collectif créé par une vision que j'estime nuisible de la politique économique. Et l'enjeu aujourd'hui qui nous est posé, c'est d'éviter un phénomène similaire pour la suite et dès 2025. J'ai donc, pour ma part, dressé une liste de recommandations que je ne vais pas m'appesantir sur toutes, mais juste sur quelques points au niveau de la commission d'enquête. La première, je ne m'étalerai pas du tout parce que je pense que ça sera, à mon avis, le thème de notre audition demain, puisque vous revenez demain sur ce qui sera le fond de la politique, mais je pense qu'il est urgent, quand on s'aperçoit que depuis 2017, le problème est un manque de recettes, de cesser avec une politique qui, en face de ça, dit qu'il est urgent de baisser les dépenses publiques, je résume, et qui, à mon avis, va avoir les mêmes effets que les politiques depuis quelques années. C'était un échec, mais je ne m'appesantis pas là-dessus. Bon, j'ai tendance à penser qu'un budget qui passe par 49.3 n'est pas vraiment un budget fait par le Parlement, et donc, du coup, je serais assez favorable à ce qu'il n'y ait plus de 49.3 sur les budgets. Voilà, ce qui permettrait peut-être à l'Assemblée nationale de faire le budget qui correspond à la majorité. Et je pense que les choses n'en seraient, à mon avis, que meilleures et plus efficaces et plus démocratiques.